va commencer sur Mystère, le mystère des mystères. Donc on était resté, tu vois, j'avais calé la piste, elle est bel et bien là, j'avais calé la piste pour qu'on ne perde pas le fil, et on va s'en regarder deux. Quel est le mystère d'aujourd'hui? On va le découvrir ensemble. Oula, je vais mettre moins fort ici parce que... Toc, un peu fort. Le sarcophage n'a pas encore livré son secret. Ah oui, c'était la fin qui survit depuis bientôt 1000 ans. C'était la fin de la tombe qui... Quand une catastrophe se prépare, j'espère qu'il est plein en ce moment. Il y a deux choses. Il y a d'une part la production d'eau. Le premier concerne, je ne dirais pas le pouvoir du pendule, mais les pouvoirs de celui qui s'en sert, le radiesthésiste, quand il recherche, à la demande de la gendarmerie, une personne disparue. Et puis la dernière histoire, c'est une très très belle histoire, c'est une histoire de fantôme. Et pour une fois... Oh, c'est une belle histoire, hein, c'est une histoire de fantôme, quoi. C'est un décédé, quoi, qui revient nous hanter. Mais c'est une belle histoire, hein. Ce n'est pas une histoire de fantôme qui nous vient d'Angleterre ou d'Écosse, c'est un fantôme bien français, on l'appelle le fantôme de la Belle Lucie, et ça se passe dans l'Allier. À tout de suite. Et tu sais comment qu'on reconnaît un fantôme français? C'est un fantôme qui a non pas un drap par-dessus lui, mais le drapeau bleu, blanc, rouge. Oui, monsieur, c'est comme ça qu'on reconnaît le fantôme français. Ah non, hein. Non, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Et ils auraient au moins pu le couper avant de la mettre sur YouTube. Non, ils se foutent de moi, là. C'est la pub, ça, encore? Ou c'est le... Non, c'est la pub, hein. Ah non, mais non, c'est une blague. Putain, puis c'est long, en plus. Et vous foutez de ma gueule. Oh, la vache. C'est bon, on est de retour sur Mystère. Savez-vous combien de personnes disparaissent tous les ans en France? Environ 45 000, c'est énorme. Et beaucoup d'entre elles, beaucoup trop d'entre elles d'ailleurs, ne sont jamais retrouvées, ou bien sûr, sont retrouvées décédées. Et combien de personnes veulent disparaître et qu'on leur foute la paix? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui veulent juste disparaître parce que ras-le-bol, parce que ils sont noyés sous les impôts, sous les découvertes et tout, et ils disparaissent. Réellement, c'est un truc qui existe, hein. Dans la plupart des cas, pour retrouver ces personnes, la gendarmerie, les forces de police déploient les moyens traditionnels, c'est-à-dire les battues, les recherches, les chiens, les hélicoptères, etc., etc. Mais il arrive parfois qu'en cas d'insuccès, ou quand le temps presse, quand c'est une question de vie ou de mort, il arrive parfois, je dirais même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, que les gendarmes ou la police, en l'occurrence, dans ce que vous allez voir, il s'agit des gendarmes, il arrive donc que ces gendarmes aient recours à des méthodes, disons, assez particulières. La farine, bien sûr, la farine. Salut Kiki. Depuis 4000 ans, l'homme se sert de cet objet étrange, le pendule. Instrument magique dans l'ancienne Égypte, il décidait l'emplacement des pyramides et des tombeaux. Comme la baguette de sourcier, le pendule fait appel... Tiens, ça a été débunké par G1000 Ça a été débunké par G1000 Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé les baguettes de sourcier? Parce que personnellement, j'ai eu à le faire. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Ça marche. J'avais beau essayer de la maintenir. La baguette, c'était vraiment très fort. Elle voulait... Alors, normalement, elle veut se baisser. Avec moi, va savoir pourquoi, quand j'arrive sur un point d'eau, elle se monte. Elle montait comme ça, tu vois, le Y qui montait. Mais il y a une force de ouf, en fait, là-dedans. Je comprends pas. Et du coup, ça a été débunké, comme quoi, bah, c'est archi faux, ça ne marche pas, on n'a jamais... ça intervient pas plus que
Tu vois, quand on cherche une source, ça ne va pas plus que le hasard en fait. C'est hallucinant parce que à chaque fois, on l'a fait moi, mes frangins et ma frangine, et à chaque fois, on est tombés tous au même endroit. Et c'est là où il y a eu le forage que mon père il a fait. On est tous tombés au même endroit. À la radiesthésie, la science de ressentir les vibrations à distance. D'où vient ce pouvoir mystérieux? Ni le diable ni le bon Dieu ont rien à voir vraiment dans la radiesthésie. La radiesthésie, c'est tout simplement un être qui exploite cette science, qui est sensible à certaines ondes. Ces ondes sont-elles magnétiques, électromagnétiques, micromagnétiques? Ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, des scientifiques qui m'ont fait faire des expériences disent que je suis parfois un médium. Pour moi, le sommet, c'est de chercher des disparus. Je pense que dans la radiesthésie, c'est le sommet du métier. Bon, chercher des bagues ou des objets perdus, ça ne m'intéresse absolument pas. En 1982, dans le massif du Vercors, au cœur des gorges de la Bourne, la camionnette du foyer auberge de Saint-Égrève emmène 4 de ses pensionnaires en excursion. Par contre, tu vois le pendule. Le pendule, tu le mets comme ça. T'as forcément, tu sais, tous les micro-mouvements avec tes doigts qui font que il va bouger. Admettons qu'on l'attache, tu vois, on prend un espèce de truc, hop, on attache le pendule, et on pose des questions comme ça. 100% il bouge pas. 100% il bouge pas. Les jeunes gens sont très excités à l'idée de visiter les grottes de Choranche. Pour Alain, qui est sourd et muet, cette sortie est une fête. Catherine, leur éducatrice, connaît bien le site et elle est heureuse de le leur faire découvrir. Ils attendaient cela depuis si longtemps. Intéressant, Sophie. Les supports existent. Et quand tu poses des questions, ils bougent. Alors ça, c'est intéressant, je le savais pas, tu vois. Je m'imagine un petit peu comme un radar. C'est un petit peu étrange de dire qu'on peut aller chercher quelqu'un à 10, 15, 20 000 kilomètres de là sans que cela pose des problèmes. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Bonjour, c'est le groupe. Vous voulez visiter la grotte? Ouais. Combien de personnes? On vous attend là. Attendez-nous là-bas. 5 personnes. Voilà pour 5. L'entrée des grottes est située sous les imposantes falaises de Presles. Alain est étonné par ce site étrange. Là, on est passé sous la falaise. On a à peu près 250 mètres de roche maintenant au-dessus de nous. Ça suit bien, pas de problème? On est à la base. Nous avons 2 rivières. Il ne soupçonnait pas l'existence d'un tel univers. À ce petit lac. Ça va, pas trop froid? On n'y voit rien, hein. Alain découvre avec émerveillement ce paysage souterrain et se laisse absorber par la féerie des grottes. Petite draperie qu'on voit là. C'est cette dentelle dont je parle. Vous la voyez? Vous avez une jolie colonne là sur le côté. Son là. premier contact avec un site sauvage lui fait oublier le reste du groupe. Mais Catherine est vigilante et elle le ramène auprès de ses camarades. À ce jour, j'ai recherché 1031 disparus. J'en ai retrouvé 214. J'ai 140 échecs que je me connais et 670 disparus qui sont des résultats en attente. J'appelle résultats en attente des affaires comme Philippe de Dieuleveux, Arnaud de Rosenay. La promenade se termine. Il faut sortir de la grotte. Mais Alain n'a pas envie de s'arracher à ce monde de rêve. Pour retourner au parking, ils doivent suivre un chemin très escarpé. Et pour Florence, avec ses béquilles, ce n'est pas facile. Mais quelle idée aussi d'aller visiter une grotte avec des béquilles. Fallait attendre d'être guéri, madame. Enfin. Salut Bugsy. Immédiatement, Catherine se précipite.
Mais Alain, lui, ne se rend compte de rien. Perdu dans ses rêveries, Non, il ne mais voit non, pas ses mais- camarades et Non mais il est à continue l'ouest à le mec. Non mais par s'il là. te plaît, le mec il est à l'ouest. Les gens sont à 2 mètres devant lui, l'autre il tourne à droite. Tu te fous de ma gueule. Perdu dans ses rêveries, il a décidé de tourner à droite. Le sentier était tout droit. C'est la montagne et tous ses dangers. Les torrents, les rochers, les précipices. À chaque pas, il s'éloigne un peu plus du groupe. Puis soudain, c'est la panique. Jamais de sa vie il ne s'est retrouvé seul, perdu, abandonné peut-être. Mais non, mais t'as pas été abandonné. T'as sciemment pris une autre route. Alors, soit t'es dans un état second, t'as pris des champis ou quelque chose, mais là t'as sciemment pris une autre route. Hein. Alain a peur, il n'entend rien. Et surtout, il ne peut pas crier au secours. Catherine est affolée de ne plus voir Alain. Elle revient sur ses pas. Où peut-il être? Elle est inquiète. Elle le sait si vulnérable. Il faut vite trouver de l'aide. Bonjour, vous êtes le directeur de la grotte. Oui. Vous avez un groupe de 5 personnes, il est sourd et muet, donc je vais rentrer. Moi, je m'occupe de ce site depuis 25 ans. C'est Ah, aussi putain, une partie sourd de et ma muet, vie. Et ok. chaque fois qu'il s'y passe quelque chose de dramatique, je me sens complètement responsable. Terrorisé, Alain se sent en danger. Il veut Je me demandais pourquoi il pouvait pas appeler à l'aide. Ah oui, s'il est muet, ça va être compliqué. rejoindre les autres, mais il s'enfonce encore plus loin dans la forêt. Cette personne handicapée, on peut passer à côté, et on a pu passer à côté à la limite 5-6 fois sans le voir, dès l'instant où il ne manifestait pas de bruit. Alain ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de plus en plus. Il est perdu dans ce dédale d'arbres et de rochers. Et là, il va croiser un groupe d'aveugles qui vont témoigner, qui l'ont vu passer. La nuit commence à tomber. Les recherches vont être encore plus difficiles, presque impossibles. Pourtant, les pompiers et les gendarmes décident de continuer. Tout le monde se mobilise. On organise Non mais c'est les ça, premières Sophie. fêtes. Quelle idée d'emmener des personnes handicapées en forêt. Encore que, on peut. Mais là, visiblement, c'est très mal encadré. Je veux dire, faut une personne devant, faut une personne derrière, faut vraiment que ce soit vraiment sécure, tu vois. Là, c'est votre responsabilité qui a engagé, les gars. Alain marche depuis des heures. Il est à bout de force. Il a peur et seul dans la nuit, il n'arrive pas à continuer. Fais un feu, fais cramer la forêt, fais quelque chose. À cause du brouillard, les secours ont beaucoup de mal à progresser. Continuer serait trop dangereux. Il faut arrêter. Le lendemain matin, les recherches reprennent. Tous les moyens sont mis en œuvre. Non mais tu veux faire quoi avec un hélico? Tu vas survoler une forêt? Tu vas voir que des arbres, hein. Le gars, il est sous les arbres. Aux premières lueurs du jour, Alain est reparti. Et soudain, l'espoir. Il voit un hélicoptère. Non mais le mec a aucun instinct de survie, c'est pas possible. Il regarde jamais où il va. La deuxième nuit surprend les sauveteurs. On est quand même très épuisé, hein, parce qu'on a recherché de partout et très inquiet, parce qu'à partir de ce moment-là, on a plus le sentiment de rechercher un cadavre qu'une personne vivante. Il y a peu de chances qu'Alain soit vivant à ce moment-là. On a
arrêter. Hein. Il voit rien là, hein. Ok. On a décidé d'interrompre les recherches et j'ai eu l'idée, en accord avec le directeur, de faire appel à un radiesthésiste qui pourrait peut-être nous aider. Une disparition? Les grottes de Choranche. Oui, je dois avoir une carte de ce secteur. Quand est-ce qu'il a disparu? Écoutez, je vais essayer de faire une recherche sans photo. Je vous dirai ce que j'entends si je trouve d'abord, si j'ai une réaction de vie. Quand je suis en condition de travail, je peux passer de l'état, disons, normal à une période d'intensité de travail importante en quelques secondes. Je ne rentre pas en transe, je suis seulement concentré sur ce que je vais faire. Et je travaille en me concentrant, disons, d'une manière peut-être particulière ce soir-là, parce que je n'avais rien pour travailler. Mais il fallait que je sente une présence humaine. Et maintenant, tout est entre les mains de Jean-Louis Crozier. Seul, avec une carte et son pendule, il va tenter le soir même de retrouver Alain, qui est à 200 km de là. Et là, il te sort. Non, mais vous le retrouverez pas. Il a été enlevé par des extraterrestres. Et le mec, il te l'affirme, tu sais. Voilà, on est d'accord, Raziel. La solution rationnelle, plutôt que les hélicoptères, etc., c'est les chiens. On est bien d'accord. Non, mais ça, c'est comme les gendarmes des précédentes émissions. La solution rationnelle, c'était de faire venir un exorciste. Ouais. Oui, écoute, je ne vois pas d'autre explication. Très vite, le pendule réagit. Jean-Louis Crozier perçoit un écho. Comment être sûr? Et puis la question la plus importante, Alain est-il vivant? Il y a quelque chose en moi qui se produit que je passe dans un état second. On a envie de sentir le disparu, de le saisir, en somme, de dire qu'on a presque envie de le guider d'une certaine manière. Le lendemain matin, pour l'aider dans ses recherches, le directeur du foyer d'Alain fait porter au radiesthésiste une photo du disparu. Alors voilà la photo, voilà les cartes. Le pendule réagit de nouveau et il indique le même emplacement que la veille. Va-t-on enfin retrouver Alain, qui a disparu depuis 2 jours et 2 nuits? Ah, mais t'imagines que toutes les recherches reposent sur ça. Si le mec se plante et qu'il continue à affirmer non, non, il est bel et bien là, vous avez juste mal cherché. Ouh. Je ne sais pas, je ne connaissais pas le site de Choranche. Mais je pourrais dire, je crois que je pouvais presque le voir d'une certaine manière. Mon point était un point très précis. Sans photo, j'avais trouvé ce point. Avec la photo, je trouve ce point. Je dis, il n'y a pas d'autre endroit possible pour moi où il puisse se trouver. Au pied de la falaise, entre les 2 ruisseaux. Je vous tiens au courant, monsieur. Joli, Raziel. Entre les 2 ruisseaux, à tous les coups, il va indiquer qu'il est près de l'eau. Joli. T'as déjà vu l'épisode? Immédiatement, les secours suivent les indications de Jean-Louis Crozier et se rendent dans le périmètre qu'il leur a indiqué. Un endroit très difficilement accessible qu'ils n'avaient pas exploré. Alain est vivant, affaibli mais vivant. Et c'est exactement à l'endroit indiqué par le pendule qu'on l'a retrouvé. Si vous êtes contre la radiesthésie, vous ne pouvez pas nier de toute façon le phénomène et dire bon ben ça a marché.
Et alors, le hasard, bon, pour un peu, je veux bien, mais là, en l'occurrence, avec tous ces événements et tous ces éléments que donne le radiesthésiste, il n'y a plus du hasard. Bon, qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien, mais il y a un résultat. Ou alors c'est le mec, le radiesthésiste, qui était en forêt, qui l'a appelé, il l'a fait venir, il l'a jeté dans le ravin. Et après il a dit, il est là. Le disparu a été retrouvé à l'endroit que j'avais indiqué. Je crois que la chance, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais surtout, je crois qu'il faut avoir envie de chercher les disparus, il faut avoir envie de s'occuper des autres. Parce que pour être un bon radiesthésiste, si on n'aime pas les autres... T'imagines, t'es tueur en série? C'est le bon plan, tu te dis non mais moi je suis médium, je suis radiesthésiste, je rentre en contact avec les morts en fait. Et tu trouves tous les morts que c'est toi qui as fait. On peut pas t'accuser, on est venu te chercher. Autres, on ne peut pas vraiment les chercher avec la passion, le désir de vouloir les sauver quand il y a un risque, quand il y a un danger. Quelle force mystérieuse a permis à Jean-Louis Crozier d'entrer en contact avec Alain? Comment expliquer qu'à 200 km de distance, grâce à cet objet étrange, il ait pu déterminer l'endroit précis où se trouvait le disparu? Et tout ça avec une carte d'état-major et une simple photo. Jean-Louis Crozier, vous êtes décidément pas un homme comme les autres. Non, je pense que je suis tout à fait un individu normal qui exploite peut-être une sensibilité que pratiquement tout le monde possède. Mais il faut avoir envie de le faire surtout. Je crois que le secret est pratiquement à ce niveau-là. Il suffit d'avoir envie, donc je peux apprendre. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir des dons particuliers, une Non, force pas du psychique particulière, non? Ouais, c'est un peu mystérieux quand même, ouais, effectivement. Peut-être dans le sens qu'il faut avoir ce désir de vouloir trouver quelqu'un. Car quand on pense qu'une recherche qui peut se commencer un soir à 22h, on est obligé de dire à des pompiers, à des gendarmes, le disparu est mort. Ce n'est pas la peine de le chercher cette nuit. Je m'engage fortement car si le lendemain matin, on trouve ce disparu mort, mais seulement depuis 2 heures. En vrai, moi, Bugsy, tu te dis que je me demande comment on réagirait si on devait se rendre compte que c'est pas bullshit. Mais en vrai, moi, tu me prouves que bah c'est réel. C'est pas possible que ce soit autrement que ce soit réel. C'est incontestable. Bah, je l'accepte. Tu me prouves de façon incontestable que la Terre est plate. Bah écoute, la Terre est plate. Ça va pas changer mon quotidien, en fait. Mon quotidien va rester pareil. C'est juste que, bah, ok, bon, bah ça existe. Puis bah, va falloir faire avec. À cause de moi, dans la nuit, on ne l'a pas cherché. Donc j'ai la responsabilité de la vie de quelqu'un quand je travaille, quand je dis qu'un disparu est vivant, ou blessé ou mort, je prends une responsabilité. Et c'est parfois très difficile. C'est quand même assez exceptionnel, non pas de voir les gendarmes avoir recours au service d'un radiesthésiste, en l'occurrence Jean-Louis Crozier, mais de voir les gendarmes le reconnaître, parce qu'il y a un risque énorme pour la réputation de la profession, en quelque sorte. Mais vous, alors, à la compagnie de Saint-Marcellin, vous avez appliqué en quelque sorte une consigne qui avait été imposée par votre prédécesseur. Pas du tout. Mon prédécesseur ne m'avait rien imposé, mais j'ai pensé que c'était bon. Vous étiez d'accord Je avec veux lui, toutefois attirer l'attention sur 2 choses. C'est vraiment encore une fois un chef de gendarmerie qui a été chercher un médium, quoi. Ah, c'était une autre époque. Votre attention sur 2 choses. C'est que la gendarmerie a de multiples missions à remplir. On en dénombre 400. Vous savez, le gendarme fait toutes sortes de choses. Mais parmi toutes les missions de la gendarmerie, la plus importante, c'est la protection des personnes et des biens. Ça, vous voyez, c'est important au départ. C'est celle d'ailleurs qui recouvre pratiquement la plupart des missions. Deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que... Mais un exemple con, ça serait vraiment réel, prouvé, incontestable. Il y aurait des radiesthésistes dans tous les centres de recherche de victimes, etc. C'est pas le cas. Personnellement, je ne suis ni naïf, ni crédule. Mais j'estime que, normalement, on doit tout mettre en œuvre
pour rechercher une personne qui a disparu. Car souvent, la personne qui a disparu, c'est une personne qui est en danger physique. Cette personne peut mourir d'un moment à l'autre. Donc il faut aller aussi vite que possible. Bien sûr, travailler avec minutie, mais mettre tout en œuvre. Et les chiens? Oh la boulette. On a oublié les clébards. Oh merde. Oh la boulette. Enfin, Jean-Louis Crozier, il n'y a pas que des réussites aussi dans votre métier, il y a un certain nombre d'échecs. La proportion, vous nous la rappelez? Je considère que j'ai à peu près 25% de réussite donc, par rapport aux chiffres de travail, mais j'ai plus de... Sur 1030 disparus que j'ai recherchés à ce jour, donc j'ai environ 670 résultats en attente. Ce sont des résultats que dans certains cas, je suis à peu près certain d'avoir raison, car il y a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas retrouvé, bien souvent, il faut employer le mot, le corps du disparu. Ce que fait Jean-Louis Crozier, c'est quoi? C'est de la voyance. Il se sert du pendule, mais l'important, ce n'est pas le pendule, c'est, si j'ose dire, le bonhomme qu'il y a au bout du pendule. C'est parce que moi, je pourrais faire la même chose avec un pendule, mais je ne découvrirai pas ce que découvre M. Crozier. Ce que j'aime surtout en Crozier, c'est qu'il n'impose à personne des théories plus ou moins vaseuses, comme font presque tous les radiesthésistes. Il reconnaît qu'il a des possibilités, mais il ne prétend pas les expliquer. Votre métier est quand même terriblement encombré de charlatans, non? Malheureusement, oui. Je pense que certaines personnes ont des crédits, si on peut dire, de confiance, d'amitié par leur travail. Mais comme dans toutes les professions, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, qui font semblant. On peut tricher dans ce métier, beaucoup. On peut vendre du gadget, il ne faut pas l'oublier. Vendre des pendules soi-disant magnétisées. D'ailleurs, j'ai des pendules à vous vendre. Ah, j'adorerais qu'il fasse ça. En fait, ce n'est pas le pendule qui fait de la radiesthésie, c'est toujours le radiesthésiste. Et le pendule n'a aucune valeur par lui-même. Un pendule, c'est un objet suspendu. Donc moi, si j'achète un pendule, ça ne marchera pas. Vous prenez, on pourrait dire, une pointe au bout d'une ficelle, vous aurez le même résultat qu'avec un pendule. Alors moi, j'ai un truc qui marche toujours super bien. Un poids au bout d'une ficelle, ça s'appelle un fil à plomb. Alors là, pour mettre les trucs de niveau, ah c'est... À leur fin ou en pierre précieuse, ça sera absolument pareil. Merci Jean-Louis Crozier. Une anecdote sous votre contrôle que l'on m'a citée, qui montre à l'évidence que si tous les phénomènes paranormaux, la radiesthésie, etc., n'a pas toujours bonne presse, à l'école de guerre, du temps de nos parents, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, l'un des examens que l'on faisait passer aux jeunes officiers consistait justement à suivre... Bah ouais Maggie, bah je pense... Peut-être que t'as raison. Parce que ça, je l'ai vu dans un autre domaine. Elle nous dit « Je pense qu'il y a beaucoup de faux radiesthésistes, mais qu'il n'y a qu'une infime poignée qui ont ce petit truc qui fait que ça fonctionne. Malheureusement, l'appât du gain fait... l'appât du gain, tout ça. Et moi, ça, je l'ai vu dans le milieu de la permaculture. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui fonctionne à partir du moment où il est utilisé correctement. Et par appât du gain, tu as vu plein de trucs en permaculture s'étaler sur les réseaux qui étaient de la merde, et qui n'avaient rien à voir avec de la permaculture, et qui étaient assénés comme des vérités. Et la véritable permaculture, elle s'est noyée là-dedans, et elle a été très poreuse aussi à tous les courants New Age, etc. Et du coup, tu vois, t'as des gars comme moi qui disent « Mais non, mais regardez, je vous montre la permaculture, on peut faire comme ci, comme ça. » Ah non, ça c'est pas de la permaculture. Ah bah non! Ah oui, on t'a tellement déjà montré d'autres conneries que bah non, ça s'en est plus. Ah ouais, enfin moi j'ai lu le bouquin, tu vois. J'ai lu le pavé.